Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis Grégory Fourré, je suis le fondateur des boulangeries Firmin. Je suis papa de 3 enfants. Voilà, je vis sur les hauteurs de Périgueux, à Bassillac. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter le concept de Firmin, justement Alors, Firmin, c'est un concept de boulangerie de restauration rapide à la française, qui a une quinzaine d'années maintenant. Le premier magasin est à Périgueux, Cours Saint-Georges. Je l'ai créé en 2006. Et puis c'est un réseau qui a explosé sur le plan national. On est une 50aine de points de vente aujourd'hui en France et on commence à l'étranger. On est présent en Espagne, en Belgique, en Outre-mer, en Polynésie, aux Caraïbes, etc. On a des projets, de nouveaux projets en Belgique maintenant, en Afrique, en Asie. Donc on fait 2 métiers, la boulangerie, on pétrit le pain sur place devant les gens, on continue sur la journée, comme vous le voyez sur notre dizaine de magasins périgourdins. Et puis la restauration, et en restauration on va au-delà du sandwich, quiche, pizza traditionnel qu'on peut trouver dans une boulangerie. On fait aussi dans un certain nombre de magasins des grillades à la plancha, des frites fraîches maison, des plats chauds faits maison également. Tout ça toujours calé sur la valeur du titre restaurant. C'est-à-dire qu'on mange chez Firmin un plat, un dessert au choix, une boisson au choix pour 7,40 € aujourd'hui. Et toute notre offre s'inscrit plus largement dans une offre qui structure énormément la filière de la boulangerie française aujourd'hui, qui est le fameux 3+1 gratuit. Donc à chaque fois qu'un client va acheter 3 produits chez nous, on va lui en offrir un 4e, le moins cher des 4. Et nous sommes le seul acteur de la boulangerie à pratiquer le 3+1 gratuit sur tout et tout le temps. C'est-à-dire on le pratique d'une façon beaucoup plus poussée que ce que vous pouvez voir chez nos concurrents, qui sont beaucoup plus gros que nous, que sont les boulangeries Marie-Blachère et Ange, par exemple. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer le choix du nom Firmin, justement, aussi Alors, Firmin, c'est un vieux prénom qui n'est plus usité en France aujourd'hui. On le voit sur certains monuments aux morts, c'était le nom de Poilu de 14-18. C'est bisyllabique, c'est facile à retenir, il y a 2 syllabes. Ça se prononce de la même façon dans plein de langues. C'est aussi quand on est, alors là il faut remonter chez nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, quand on est plutôt rural, Firmin c'était le journalier, le tâcheron, donc des notions d'authenticité, de rusticité, de terroir. Et quand on est plutôt urbain, c'était un garçon de café, Firmin, donc chemise blanche, tablier noir, et donc des notions de service, gastronomie, restauration. Donc 2 systèmes de valeurs qui correspondent bien à nos 2 métiers que nous faisons, boulangerie, ancrée dans le terroir, et la restauration. D'accord. Comment est composée votre clientèle aujourd'hui ? Alors, notre clientèle est composée d'un flux de population, de gens qui viennent en voiture, essentiellement composé des migrations pendulaires, c'est-à-dire les trajets domicile-travail quotidiens. Et puis, on sert également ce qu'on va appeler un stock de population, composé de 2 éléments, les résidents, c'est-à-dire les personnes qui habitent autour du point de vente, dans un rayon de 500 mètres environ, qu'on va appeler la zone de chalandise. Et c'est des gens qui vont venir à pied compenser la faiblesse du flux véhicule une 60aine de jours par an, les dimanches et jours fériés. Donc c'est grâce à ça que sur 60 jours par an, on a un chiffre d'affaires qui se tient. Et la deuxième partie de ce stock de population, ce sont les actifs locaux, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la zone de chalandise et qui n'ont pas de cantine, parce que leur entreprise est trop petite, dont l'entreprise n'est pas desservie par des food trucks, ce qu'on peut voir en région parisienne notamment. Et donc notre clientèle, c'est ce flux de population, les gens qui vont au boulot, qui en reviennent, les gens qui habitent sur place et les gens qui travaillent sur place. D'accord. Donc quels sont vos produits et quels sont leurs avantages concurrentiels Alors, notre produit phare, c'est le pain, et derrière le pain, la baguette, qui est le produit le plus consommé en France. C'est un produit d'appel. Un produit d'appel qu'on va rendre addictif en y incorporant des graines de sésame torréfiées. Donc on fait en sorte que nos clients reviennent nous voir mécaniquement parce qu'il y a des effets cliqués dans la vie en général et dans le goût aussi. C'est-à-dire quand on a goûté une baguette qui a plus de goût, on va naturellement revenir à celle-ci. Ça, c'est le produit d'appel. C'est ce qui fait rentrer des gens dans les boulangeries. On rentre pour dépenser 1 € et acheter une baguette. Et puis, il se passe quelque chose parce que nos clients, en fait, ressortent de nos points de vente avec un panier moyen d'environ 6 €.
Ça veut dire qu'entre l'intention d'achat, le fait de rentrer dans une boulangerie pour acheter une baguette, et le moment où ils en ressortent, il s'est passé quelque chose. Et donc, on a plongé les gens dans un univers, celui de la boulangerie, de la restauration, qui va permettre d'étendre le besoin du client. Le client est initialement rentré pour satisfaire un besoin alimentaire, manger, venir chercher la baguette qui va accompagner son repas, puis s'aperçoit qu'on peut lui proposer son repas lui-même, des desserts, des boissons, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a un formidable développement de l'intention d'achat, et tout ça est conforté évidemment par le 3+1 gratuit. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer votre système de production sur les recettes de boulangerie ? Alors, nos recettes, on fabrique l'intégralité de nos pains sur place, dans chaque point de vente, avec les mêmes processus et les mêmes matières premières, qu'on soit à Papeete, sur l'île de Tahiti, en Polynésie, ou aux Abîmes, en Guadeloupe, aux Caraïbes, ou à Périgueux, Cours-Saint-Georges. Eh bien, c'est la même baguette Firmin, avec la même farine, le même processus de fabrication. Et pourtant, on n'a pas formé dans notre magasin école à Périgueux, nos franchisés et collaborateurs guadeloupéens ou tahitiens. Ça aurait coûté trop cher de les faire venir. Et donc, nos processus de panification, de fabrication du pain sont extrêmement simplifiés. On a rendu accessible à des non-professionnels ce métier de boulanger. On peut imaginer que c'est pas très compliqué de faire du pain. On mélange de l'eau, de la farine, du sel et de la levure ou un levain. C'est pas compliqué du tout de faire du pain. C'est compliqué de faire du bon pain. Et c'est encore plus compliqué de faire du bon pain qui va se garder longtemps. A fortiori, quand aujourd'hui le consommateur congèle son pain dans des conditions catastrophiques. On revient des courses, on met le pain dans le congélateur bahut qu'on a dans le garage, avec les pizzas, les glaces, tout est entassé, rien n'est emballé, voilà. Puis on sort un bout de pain 15 jours plus tard, quand on en a besoin. Et bien là, le consommateur aujourd'hui attend que ce pain reste très bon. Et donc, l'art aujourd'hui de faire du pain, malgré le fait qu'on n'utilise pas de boulanger, c'est ça en fait. C'est satisfaire le besoin du consommateur très loin par rapport à son acte d'achat dans le temps. Donc nos processus de fabrication sont simplifiés. On a rendu le métier de boulanger accessible à des papas et des mamans qui cuisinent à la maison. Ça veut dire qu'on a un système productif qui est très normé, avec des matériels qui sont intelligents au départ. C'est-à-dire que quand on veut tourner le pétrin dans un sens, puis dans l'autre, 30 secondes, et puis 5 minutes dans l'autre sens, tout ça est préprogrammé, il n'y a pas à réfléchir. Et de la même façon, les ingrédients qu'on va mettre, donc notre farine, elle est intelligente elle aussi, de sorte à corriger toutes les erreurs de manipulation qu'un non-professionnel pourrait faire. D'accord. Comment renouvelez-vous votre offre et est-ce que vous réussissez à innover Alors, on a la chance d'être sur un métier pour lequel le client n'a pas des attentes énormes en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'on a un fond de vitrine, c'est-à-dire une base produit qui est plutôt constante. On a simplement besoin de la dynamiser pour éviter que nos clients se lassent et s'endorment. Donc on crée par exemple une quinzaine de pâtisseries nouvelles par an. En ce moment, vous voyez dans nos magasins, on affiche le Banoffee. Alors que ce produit-là, donc caramel banane avec une mousse, va rester 15 jours, 3 semaines dans nos rayons. Et on vendra, même quand il est là, et même si c'est un super produit, davantage de flan et d'éclairs. Voilà. C'est aussi une chance d'avoir ce métier-là, un peu comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Il y a une base de produits qui est assez stable. Et ce qui va apporter l'innovation, c'est pas tant la création de produits elle-même que la nouvelle façon de le vendre. C'est-à-dire le fait de l'insérer dans une offre, dans un menu, le fait de le décorer autrement, ou de le mettre à un autre endroit dans la vitrine. D'accord. Dans Pas trop incognito, vous parlez de marketing de la vérité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Oui. Alors c'est un petit peu vieux cette émission maintenant, j'avais moins de cheveux blancs à l'époque. Le marketing de la vérité, pour moi, c'est ce qui permet de nous sortir des crises alimentaires qui sont récurrentes, dont on parle moins maintenant. On parle malheureusement plus de crise sanitaire ou politique que de crise alimentaire, mais il faut se souvenir, pour votre enseignant qui est un peu plus âgé que vous, que les métiers de l'alimentaire ont traversé beaucoup de crises. La tremblante du mouton, la vache folle dans les années 90, le poulet à la dioxine. Et pour le dernier, mais vous devez être à dos, c'était, je crois, des lasagnes au cheval de Roumanie.
voilà, chez Findus. Voilà. Donc il y a eu un paquet de crises comme ça qui ont créé un sentiment de défiance du consommateur. Donc le consommateur, en plus, aujourd'hui est très informé avec des émissions comme Envoyé spécial, Cash Investigation, Capital, et où on lui dit que régulièrement qu'il n'y a pas tout sur les étiquettes, quoi. Que certaines informations, comme le Nutri-Score, etc., finalement ne l'informent pas beaucoup sur la réalité de ce qu'il mange. Et donc, on a besoin d'établir un autre rapport au produit avec le client que par sa description qu'on va trouver sur une étiquette. Et il n'y a pas de meilleure solution que de le faire devant le client. Non seulement de lui dire ce qu'on met dedans, mais et donc de ne pas cacher l'utilisation de produits surgelés, par exemple, comme je le fais souvent en parlant de la viennoiserie. Hein. On sait très bien aujourd'hui que 100% quasiment de la viennoiserie qui est vendue dans les points de vente, que ce soit des artisans ou des chaînes de boulangerie, sont surgelés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fabriqués par l'artisan. Ça veut dire qu'il les a fabriqués en grande série le lundi et que ce croissant qui a été fabriqué le lundi a été surgelé et sera vendu tout le reste de la semaine, voire tout le reste du mois s'il en a fait une grande quantité. Hein. Donc surgelé, ça ne veut pas dire pas fait maison et ça ne veut pas dire mauvais. Hein. Vous avez une marque comme Picard par exemple. Le marketing de la vérité, c'est dire au client comment le produit est fait et pour cela, la meilleure solution, c'est de le faire devant lui. Et donc chez Firmin, tous nos produits sont faits devant nos clients en continu sur la journée. Quand on conçoit un magasin, quand on dessine un magasin, on ouvre 10 magasins cette année. Il y en a 2 qui ont déjà ouvert depuis le début de l'année. Il y en a 8 autres qui vont ouvrir un petit peu partout en France et en Europe. On commence par, c'est un peu le sketch de Coluche avec l'allume-cigare. Vous savez, on a mis l'allume-cigare, on a construit la voiture autour. Eh bien nous, on commence par mettre le pétrin et on construit le magasin autour. C'est-à-dire que le pétrin est le centre du magasin et il est dans l'axe de vue du client quand il rentre dans le magasin. Que le client comprenne instinctivement que le pain est fait sur place. Voilà. Et puis, il y a à droite ou à gauche de ce pétrin, et en cela, l'agencement du magasin sert énormément ce marketing de la vérité. À droite ou à gauche, on a un côté cuisine, où on va voir les gens assembler des salades, faire les pizzas, etc. Plus on va produire devant les gens, plus on va cuire les produits devant eux, plus on va les amener directement en vitrine, sans qu'ils passent par un laboratoire ou une chambre froide, mieux c'est pour servir la vérité. Et donc le marketing de la vérité, c'est ça, c'est dire ce qu'on fait et le faire devant le consommateur. Selon vous, quels sont vos concurrents directs et sur quelle stratégie appuyez-vous pour vous différencier ? Alors, nos concurrents relèvent de 2 univers. Il y a celui de la boulangerie traditionnelle, où il y a des grands acteurs et des petits. Donc évidemment, on a moins peur des petits, hein, les artisans historiques. Certains nous font très peur quand même, ceux qui sont très bons, les meilleurs ouvriers de France, etc., qui ont une assise locale très forte, qui font de très bons produits, qui sont des grands professionnels, etc. Et puis, il y a des acteurs beaucoup plus gros qui nous font peur aussi, donc on va éviter de se mettre à côté ou en face. J'ai cité Marie Blachère ou Ange, par exemple. Il y en a un autre qui vient du nord de la France, qui s'appelle Louise, qui compte 140 points de vente, qui est aussi un grand acteur. Donc, on va surfer entre ces 2 types d'acteurs dans l'univers de la boulangerie. Et puis, du fait de notre deuxième métier, la restauration, on rencontre aussi des grands et des petits. Donc les grands, ça va être Burger King, McDo, etc., qui font des produits différents des nôtres. Donc ça ne nous gêne pas d'être dans leur environnement. Et puis les petits, c'est plutôt tous les acteurs de la restauration, les petits restaurants, ou les restaurants locaux qui vont desservir nos clients. Hein, donc les actifs locaux qui ont besoin de se restaurer le midi, ça veut dire des gens qui vont vouloir manger pour la valeur d'1 ou 2 tickets restaurants. Donc on va, quand on est en province, plutôt raisonner sur des restaurants, comme on le voit, des restaurants portugais par exemple sur Bordeaux, ou des restaurants asiatiques sur la région parisienne. On a de la concurrence dans la boulangerie et de la concurrence dans la restauration, et on surfe entre les deux. Alors surfer entre les deux, ça veut dire que il faut prendre les bonnes vagues, et donc on va prendre les vagues, c'est les produits que les autres ne font pas, c'est les services que les autres ne font pas. Et dans les services que les autres ne font pas ou mal, on va trouver le stationnement par exemple. Aujourd'hui, le consommateur, il se déplace plus sur ses 2 jambes, il se déplace sur ses 4 roues. Et donc il a besoin de garer sa voiture quelque part, et donc on va faire en sorte d'avoir des parkings plus grands, plus accessibles que l'artisan historique qui, lui, a un emplacement historique et ne dispose pas de ce parking.
Il y a quelques places de parking qui sont municipales, qui sont tout le temps prises. Voilà. Donc c'est un des éléments différenciants d'offrir cette capacité de stationnement à nos clients. Aujourd'hui, on raisonne quand on valide un emplacement, et ça m'arrive tous les 15 jours ou tous les mois à peu près d'étudier et de valider des emplacements. On raisonne sur, quand on étudie la valeur du loyer, on raisonne davantage sur ce que serait le loyer du parking, qui n'existe pas encore dans notre schéma économique, mais ça viendra. Ça viendra parce que le parc véhicule augmente d'environ 3% par an, alors que les places de parking n'augmentent pas de 3% par an, voire elles régressent très vite. Vous l'avez vu à Bordeaux, on le voit à Paris, etc. Donc la valeur du parking est de plus en plus importante et devient plus importante même que la valeur de la surface bâtie du magasin lui-même. Donc le parking est un premier exemple sur comment on va surfer sur les vagues pour se sortir de ce contexte concurrentiel pénible entre les restaurateurs d'un côté et les artisans et chaînes de boulangerie de l'autre. Un deuxième élément, toujours dans le service, c'est l'amplitude d'ouverture. Beaucoup d'artisans ont encore un schéma historique où on est fermé 1 à 2 jours par semaine et on ferme plutôt à 13h jusqu'à 16h pour faire la sieste. Bon. Il faut savoir qu'un Français mange, ou un humain en général, mange du pain 7 jours sur 7 et même si l'artisan boulanger fait la sieste, le consommateur a quand même des besoins alimentaires à satisfaire. Il a besoin entre 13 et 16 heures de se nourrir et de boire. Et donc notre amplitude d'ouverture, on est ouvert 140 heures par semaine. Donc 7 jours sur 7, en général de 6h à 20h30, voire minuit ou 1h du matin, à Madrid en Espagne par exemple, la culture s'y prête évidemment. Cette amplitude d'ouverture est un élément extrêmement différenciant. On travaille sur un projet en Asie, au Pakistan, où on est comme les autres enseignes plutôt américaines qui sont déjà présentes, McDonald's, Starbucks, etc., au Pakistan, sur une amplitude d'ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est-à-dire une ouverture tout le temps. On travaille là-dessus parce que le consommateur a besoin de manger, de boire tout le temps. Voilà. Donc c'est aussi un des éléments, alors on sort de notre cadre petit périgourdin ou français, mais c'est un des éléments clés qui nous permet de concurrencer les autres acteurs du marché, c'est d'apporter plus de services. Quand on parle produit maintenant, pour surfer sur la vague, on va apporter plus de produits. Ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait jamais de rupture. Quand vous allez chez un firmin à 20h, alors que le magasin ferme à 20h30, vous devez avoir au moins 80% de la gamme en vitrine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas en sorte de créer des ruptures pour finir à sec, comme on dit historiquement. Ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas contre le gaspillage. Ça veut dire que le soir, on va faire en sorte que les produits, donc 80% de la gamme qui est encore présente en rayon, soient pour l'essentiel des produits qui puissent être revendus le lendemain. C'est-à-dire que les produits s'y prêtent. Une salade de pâtes, par exemple, ça s'y prête. Un croque-monsieur, ça s'y prête. Une baguette, évidemment, ça s'y prête pas. Et on a conçu aussi notre appareil, notre système de production en petite série pour satisfaire cette exigence. Quand on fabrique des baguettes, on les fait par 10. Vous l'avez vu dans des émissions de télé où on divise avec une machine, voilà, ça sort 10 baguettes à chaque fois. Quand on cuit des croissants ou des croque-monsieur, on les fait par 10 ou par 15. Voilà. On travaille en petite série de sorte à pouvoir proposer à nos clients jusqu'à le plus tard possible le soir, jusqu'à la fermeture, 80% de la gamme de produits. Et ça, c'est aussi un élément différenciant par rapport à l'artisan l'artisan boulanger qui va avoir des ruptures très tôt, en début d'après-midi, voire en fin de matinée. Et puis, c'est aussi différenciant par rapport au restaurant. Le restaurant, en dehors des 2 services, point de salut. Voilà. Et donc, voyant les faiblesses de ce tissu concurrentiel, c'est assez facile de créer une offre. Il suffit de proposer à manger tout le temps. 140 heures par semaine, chez Firmin, vous avez... Alors, c'est pas le même type de plat, c'est pas le même prix, etc. Mais au moins, vous pouvez vous restaurer, manger une pizza, un plat du jour, un croque-monsieur, un sandwich, etc. Un burger. Et donc, en fait, sur un marché, quel qu'il soit, la base
c'est de comprendre les faiblesses de ses concurrents et de construire son offre à partir de ça. Et cette offre, il s'agit soit d'une offre de produit, soit d'une offre de service. Et quand vos concurrents sont très forts en produit, McDonald's est très fort en produits, les boulangeries d'Alain Pichard à Périgueux sont très fortes en produits, c'est des très bons produits, etc. Eh bien, il faut juste créer du service supplémentaire. Voilà. Et puis, quand on peut, parce qu'on a des volumes un peu plus importants, des meilleures capacités d'achat, etc., eh bien, il faut créer du prix. Créer du prix, ça veut dire créer une offre qui sera plus accessible sur le plan prix. Et ça, c'est le 3+1 qui nous permet d'être présent en permanence sur le prix. Quels sont vos types de boulangeries actuellement ? Alors, on a 2 types de boulangeries qui correspondent à des positionnements différents. En fait, nos boulangeries doivent ressembler à nos clients. D'un point de vue graphique, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être, Trélissac. On est présent dans le Grand Frais, à côté de Picard. Et ce magasin, on l'a refait il y a 5-6 ans. Il était très beau avant, on avait mis des corniches, des petites lumières, etc. Et puis il marchait pas. Il marchait pas parce qu'il était trop beau. Les gens regardaient de l'extérieur, etc. Ils ne comprenaient pas trop ce que c'était. Et voilà, ça faisait cher parce que c'était plutôt bien décoré. On avait pris un décorateur, d'ailleurs. C'est le seul magasin en France où on avait pris un décorateur à cette période-là. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'un magasin qui ne rentrait pas dans son environnement ne pouvait pas fonctionner. Il fallait qu'un magasin ressemble à ses clients. Et les clients de Trélissac, c'était quoi ? C'est des gens qui viennent de toute l'agglo de Périgueux et qui viennent une fois par semaine remplir un caddie. Et donc, il faut pouvoir rouler facilement en caddie. Il faut des offres parce qu'on a l'habitude d'acheter les promos quand on va à Lidl à côté ou à Grand Frais. Voilà. Et donc, il fallait une offre volumétrique. On achète les oranges par kilo, le pack de lait par 6, etc. Et c'est là qu'est né le 3+1. Le premier magasin 3+1 Firmin, c'est Trélissac pour cette raison-là. Et on l'a cassé, ce magasin-là, et on l'a fait moins beau. On a aligné la ligne de vente sur la ligne de caisse de Grand Frais. Et puis là, du jour au lendemain, il a décollé. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, on a des magasins qui ont un positionnement périphérique, périphérie de ville, semi-urbain, plutôt ruraux, avec un positionnement prix populaire. Parce qu'on sait qu'à Périgueux, on a plus de 60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, par exemple. Donc il faut répondre à cette clientèle-là avec le bon positionnement prix-produit. Et puis, je vous ai cité Firmin Madrid tout à l'heure. Là, on est dans les beaux quartiers de Madrid. C'est un magasin où on a pris un décorateur d'intérieur aussi pour le concevoir. Nos clients sont, les premiers clients le matin, c'est les acteurs de Casa del Papel, par exemple. Les beaux garçons, je ne sais plus son nom de cet acteur, voilà, mais il vient prendre son petit déjeuner à Madrid tous les matins. Et puis on commence dans ce magasin par servir 160 petits déjeuners, parce que les Madrilènes, dans les beaux quartiers, ne déjeunent pas à la maison. Ils déjeunent comme les Américains à l'extérieur. Et on ne vend pas de pain au chocolat, parce que le madrilène, le pain au chocolat, c'est français. C'est pas pour le bon espagnol. Donc, on fait des petits pains Firmin de 5-6 cm qu'on fait toaster. On fait une purée de tomates maison avec de la fleur de sel, de l'huile d'olive. Et voilà ce qu'est le petit déjeuner pour 2,60 €. Donc, c'est un café avec 2 petits pains Firmin et sa purée de tomates. Voilà ce que c'est le petit déjeuner Firmin à Madrid. Et nos clients sont en costume cravate et en tailleur. Voilà. Donc on a ce positionnement plutôt populaire, périphérie de ville, plutôt rural en France. On n'est pas à Paris intramuros, par exemple. On fait le 4e magasin en banlieue parisienne en ce moment, vers Saint-Denis, mais on n'est pas présent et on ne sera jamais présent à Paris intramuros. Il y a des chaînes qui font ça très bien, Paul, Eric Kaiser, etc. Voilà, on sera, nous, toujours présents par contre en banlieue, et on est toujours présent dans des petites agglomérations, dans des petites villes comme Périgueux, c'est 30 000 habitants, où là on a vocation à occuper le terrain et à faire plusieurs magasins pour satisfaire cette clientèle populaire. Et puis par opportunité, de temps en temps, quand on a une capacité à développer le deuxième côté Firmin, ce côté, côté élitaire, eh bien on le fait. Voilà, on le fait, et ça c'est plutôt un modèle export. Export, ça veut dire qu'on est dans les capitales de grands pays, comme Madrid ou Islamabad, et on va toucher une clientèle d'affaires
avec un positionnement haut de gamme. Très bien. Pourriez-vous nous présenter la configuration de la boulangerie Idoine Firmin en quelques mots, s'il vous plaît ? La configuration, c'est un carré de 200 mètres carrés. Un carré parce que c'est facile à aménager. Et puis on a besoin, alors idéalement plutôt rectangle d'ailleurs, pour qu'il y ait le plus de vitrines possible. Parce que la vitrine, c'est ce qui nous permet, dans le marketing de la vérité, de montrer depuis l'extérieur ce que nous faisons. Et ça, c'est rassurant. Donc il vaut mieux que ce soit un rectangle. Au cœur de ce rectangle, on va trouver le pétrin. D'un côté, le four et de l'autre côté, la partie cuisine. Et on va trouver la ligne de vente, donc, comme son nom l'indique, droite. Et non pas avec des formes alambiquées, rectangulaires ou comme on peut le voir sur certains magasins historiques sur Périgueux. La forme idéale, c'est la ligne droite parce que c'est ce qui structure notre comportement d'achat depuis que nous sommes nés, depuis qu'on vous promène dans un petit chariot qu'on appelle encore le caddie, même si je crois que la société est en train de disparaître malheureusement. Vous avez été structuré à vous promener, votre maman vous poussait dans un caddie, dans les linéaires, comme on dit, de la grande distribution. Et donc, pour vous, une offre de produits, elle est conçue en ligne, une ligne qui est assez longue, qui est bien éclairée et qui est dense en termes de produits. Voilà comment on configurerait un Firmin idéal. Très bien, merci. Concernant votre concept de kiosque boulangerie, pourriez-vous nous en dire aussi quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, le concept de kiosque, c'est un concept que j'ai créé il y a 3-4 ans maintenant, juste avant le Covid. Pour l'instant, on n'en a installé qu'un. Il faut 25 heures d'avion pour aller le voir. Mais vous le trouvez facilement sur Facebook. Vous tapez Firmin Tahiti et vous le verrez. Donc, c'est un concept de boulangerie modulaire. On a plusieurs projets en ce moment de kiosques, pareil dans des îles, qui permet d'être présent là où d'être présent à un moindre coût. Un kiosque, ça coûte tout compris environ moins de 200 000 €, alors qu'un magasin en dur en France, c'est plutôt 350 000 € hors taxe, et ça va plutôt être 450 000 à l'étranger quand on fait un positionnement haut de gamme. Donc un kiosque, ça coûte 2 fois moins cher qu'un magasin. Ça va très vite à monter. Alors Tahiti, pour monter ce kiosque, c'était moi le chef de chantier bien sûr. Je suis parti 3 semaines à Tahiti en me disant on va piloter. Il y avait une quinzaine d'ouvriers sur le chantier pour faire les raccordements, le parking, monter le kiosque, etc. Et je me suis dit, je vais servir de chef de chantier pendant une semaine et je vais me reposer pendant 15 jours. Mais en fait, non, j'ai monté le kiosque avec eux pendant 15 jours, ce qui fait tellement chaud à partir de 10h du matin qu'on travaille beaucoup moins vite, on peut le comprendre. Et donc, c'est fait pour mettre de la boulangerie Firmin là où ça serait compliqué de le faire dans les formes classiques, avec une construction traditionnelle. C'est fait aussi pour répondre à des zones de chalandise qui peuvent être fragiles, c'est-à-dire petite sur le plan économique, il n'y a pas une grosse capacité à faire du chiffre d'affaires. Alors, donc c'est bien que le kiosque coûte moins cher parce que ça rend le seuil de rentabilité, le fameux point mort, plus accessible. Il est plus facile à atteindre. Et puis les zones qui peuvent être fragilisées, c'est parce que y a des concurrents qui n'étaient pas présents qui peuvent arriver. Ou bien il y a des grands ensembles constructifs qui peuvent être détruits. Aujourd'hui, on rase les HLM sur 10 étages pour faire des écoquartiers sur 2 ou 3 étages. On se demande où on met les gens, mais bon, c'est comme ça. Et donc tout ça, le kiosque, ça sert à répondre à tout ça. On en a installé qu'un, j'ai bon espoir qu'on en installe d'autres rapidement. La fragilité du kiosque, c'est qu'on est quand même sur une vente ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est extrêmement tributaire des intempéries. Alors c'est pas gênant quand on fait du kiosque à pizza, c'est une grande réussite le kiosque à pizza, il y en a 525 installés sur le territoire français. C'est pas gênant parce qu'il n'y a pas de vitrine. Vous commandez une pizza, on vous la conçoit, le produit n'est pas exposé à l'hygrométrie ou à la température ambiante. Dans la boulangerie, c'est différent. Tous les produits sont présentés en vitrine. Et le pain ou la viennoiserie sont plutôt de l'éponge. Ça veut dire que s'il y a une hygrométrie, une teneur en eau dans l'air qui est très élevée, le pain ou la viennoiserie va vite devenir tout mou, toute molle. Alors que c'est pas ce qu'on veut. On cherche à conserver de la croustillance. Donc le kiosque ne se prête pas à certains endroits. De la même façon, quand il pleut ou quand il neige, dans un magasin, on a quand même un peu de clients parce que les gens savent qu'ils peuvent s'y abriter. Et les clients qui sont des gens là, au contraire, eux-mêmes restent
plus longtemps pour échapper à la pluie ou à la neige. En kiosque, ça ne marche pas comme ça. En kiosque, il pleut ou il neige, il n'y a pas de client. Voilà. Donc c'est la faiblesse de ce schéma de vente. Et puis il y en a une deuxième, c'est le linéaire, comme on parlait des linéaires il y a un instant. Comme le linéaire est plus court, on a à peu près 4 à 5 mètres de vitrine dans un kiosque, c'est 2 fois moins que dans un magasin, et mécaniquement on a une capacité 2 fois plus faible de faire du CA, du chiffre d'affaires. Voilà. Donc on a conscience de tout ça et c'est ce qui nous permet de choisir dans les années qui viennent d'implanter les kiosques aux bons endroits. On le conçoit aussi comme un magasin secondaire à partir d'un magasin plus gros. Parce que au-delà du kiosque, il faut quand même une capacité de stockage, une chambre froide négative, une réserve sèche pour stocker les emballages. Et donc c'est bien de disposer de la structure d'un magasin situé dans un environnement de 10-15 km pour desservir le kiosque pour faire ça. Voilà. Donc c'est un concept de vente qui a vocation à se développer, mais qui en est encore qu'à ses débuts. Vous faites partie de la Fédération française de la franchise. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quels avantages vous en tirez, s'il vous plaît ? Alors, la Fédération française de la franchise réunit environ 200 adhérents sur environ 2400 ou 2500 concepts de franchise présents en France. Vous lirez les chiffres exacts sur le site officiel de la FFF. Et ça fait de nous le 3e marché mondial de la franchise derrière les États-Unis et la Chine, je crois. Et donc ça fait beaucoup d'acteurs et on peut trouver dans ces acteurs des gens un peu bizarres. Donc on a besoin d'une autorité qui n'existe pas, une autorité publique qui réglementerait le monde de la franchise. Et donc comme l'État ne l'a pas créée, cette autorité, elle est née d'une association, la FFF justement, la Fédération française de la franchise, qui s'est dit pour éviter que ce soit un marché d'escrocs, comme ça l'a été dans les années 80, jusqu'à la loi Doubin de 1989, qui est venue pour la première fois réglementer le monde de la franchise. Avant la loi Doubin, les franchiseurs qui étaient pour un certain nombre pas bienveillants faisaient signer, alors il n'y avait pas de document d'information précontractuelle, c'est-à-dire qu'on n'informait pas les gens sur ce sur quoi ils allaient s'engager après. Sur le salon de la franchise à Paris, qui est le plus gros salon de la franchise au monde, on faisait signer les contrats de franchise, on encaissait les droits d'entrée, donc des sommes quand même importantes, en dizaines de milliers d'euros. Et puis après, il y a des franchiseurs qui disparaissaient. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'à la fin des années 80. Et c'est la FFF, sous l'impulsion de sa présidente de l'époque, qui a alerté là-dessus en disant écoutez, soit on structure ce marché, on le réglemente, on l'organise, soit on va passer pour des voyous et on aura donc vocation très rapidement à disparaître et à aller en prison. Et donc c'est comme ça que la FFF s'est connectée aux autres organismes, aux autres associations de franchiseurs européens qui avaient exactement la même problématique. Et c'est comme ça qu'est apparu le code de déontologie européen de la franchise. Et c'est comme ça que la profession s'est structurée, a eu accès aux politiques, a eu accès au ministère du commerce, de l'industrie, etc. et a amené sa connaissance de l'univers de la franchise pour faire évoluer le droit. Et c'est là que on a dit qu'il fallait prévenir par écrit, en dehors d'un discours commercial, les candidats à la franchise. C'est la loi du 31 décembre 89, dite loi Doubin. Et donc chaque franchiseur aujourd'hui doit remettre un document avec un certain nombre d'informations qui sont clairement énumérées par le Code du commerce, au moins 21 jours avant la signature d'un contrat de franchise et avant tout paiement de droit d'entrée. Alors chez Firmin, on remet le DIP plutôt 6 mois à l'avance, avant la signature du contrat, donc le candidat a énormément de temps pour se renseigner. Dans ce document, on va trouver la liste de tous les points de vente. On va trouver la liste des mouvements sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire les points de vente qui ont fermé, qui sont sortis du réseau, qui ont été créés, et les raisons de cela. On va trouver les comptes annuels sur les 2 dernières années du franchiseur. C'est important pour un candidat à la franchise de savoir avec qui il s'engage. Est-ce que c'est une entreprise rentable, pas rentable? Est-ce qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture, etc. dans un réseau? Et donc ça, c'est quelque chose qui est devenu très important aujourd'hui, qui structure vraiment le secteur de la franchise en France et dans l'Union européenne. Et ça assainit énormément ce marché. Donc pour répondre à votre question, faire partie de
la FFF, la Fédération française de la franchise aujourd'hui, pour une enseigne comme nous, c'est être le plus proche possible de l'organe qui est le plus influent et le plus sage dans le milieu de la franchise pour faire évoluer le droit de la franchise dans le bon sens. Et puis, à travers le système d'agrément et d'audit de ses adhérents, aussi choisir les acteurs. Et aujourd'hui, être membre de la Fédération française de la franchise, c'est une garantie pour les candidats à la franchise qui rejoignent une enseigne. Ça veut dire que le franchiseur avec lequel il s'engage a été audité par le collège des experts de la Fédération française de la franchise. Donc on a vérifié que son DIP était rédigé dans les règles de l'art, que son contrat de franchise était rédigé correctement, qu'il n'y avait pas d'abus de droit, d'abus de position du franchiseur, que les franchisés qui sont audités par la FFF tous les ans, que les franchisés sont heureux et que ce pourquoi ils ont signé est la réalité de ce qu'ils font tous les jours et également la réalité de leur rapport avec le franchiseur. Voilà. Donc c'est une garantie de sécurité, de fiabilité et de pérennité pour le franchisé aujourd'hui que d'avoir un franchiseur membre de la FFF. Vous avez vos propres points de vente et d'autres sont en franchise. Du coup, pourquoi franchiser et comment manager un réseau mixte ? Alors, la plupart des franchises sérieuses, des franchiseurs sérieux, sont nés d'une forte expérience succursaliste. Parce que pour mettre en place un concept, pour le formaliser, pour le structurer, pour le modéliser, pour qu'il soit duplicable, il faut déjà l'avoir éprouvé pas mal et avoir déjà fait des copier-coller pour soi-même, avant de prétendre pouvoir le faire pour les autres. Donc tout franchiseur doit avoir une expérience succursaliste suffisante pour devenir franchiseur. La loi Doubin d'ailleurs exige qu'il y ait au moins un point de vente, qui est un point de vente succursaliste minimum, qui est au moins 2 ou 3 années d'expérience. C'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir une succursale pour être franchiseur. Le premier franchiseur mondial, Subway, plus de 50 000 points de vente, n'a pas de succursale nulle part dans le monde. C'est un des problèmes d'ailleurs sur certains marchés, dont le marché français. Donc l'expérience succursaliste est importante. Après, quand on a cette expérience, au bout d'une dizaine d'années, quand on commence à faire de la franchise, à avoir des points de vente franchisés, et qu'on compare la rentabilité à travers l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, des franchisés et des succursales, on s'aperçoit qu'il y a un net écart. Et moi, la première fois où j'ai fait cette comparaison, j'ai constaté que nos franchisés avaient un excédent brut d'exploitation 2,5 fois supérieur à mes succursales. Autrement dit, mes franchisés étaient 2,5 fois plus rentables que mes succursales. Rassurez-vous, elles l'étaient. Mais on pouvait l'être encore davantage. Et donc, je me suis posé la question du pourquoi. Comment c'est possible ? On vend les mêmes produits au même prix, avec les mêmes prix d'achat, à peu près les mêmes prix de vente, on a les mêmes processus, on paye nos collaborateurs de la même façon. C'est quoi l'écart ? L'écart, il y a une partie, il y a une raison qui est facile à comprendre et une qui l'est moins. La première raison, c'est que en franchise, on met un patron dans un magasin. Et donc, un patron, il aura le comportement, comme on le dit dans notre culture juridique, de bon père de famille. Voilà. Et puis, il aura la capacité d'être plus présent, d'être très présent. Il aura la capacité, même s'il travaille que 40 ou 50 heures par semaine, il aura, j'ai bien dit que 40 ou 50 heures par semaine, on en parlera après si vous voulez, parce que patron, on travaille beaucoup. Et donc, il peut, le franchisé, partir 2 heures, revenir 1 heure. Hop, je vous ai demandé de faire ça, les gars, ça n'a pas été fait. Excusez-moi. Vous voyez, un manager dans une succursale va travailler beaucoup, mais ça sera 35 ou 40 heures, avec quelques heures supplémentaires, donc. Rémunéré chez Firmin. Et donc, il va travailler beaucoup, mais jamais il aura la capacité, et on ne peut pas lui demander, le code du travail ne nous le permettrait pas, de partir 2 heures, de revenir 1 heure pour voir si tout va bien, pour voir si ça a été fait, etc. Un autre exemple, quand on a un cajot de tomates avec quelques tomates qui s'abîment, le réflexe du manager de la succursale, ça va plutôt être de prendre le cajot de tomates et de le mettre à la poubelle.
Un franchisé, avec son comportement de bon père de famille, il va faire comme à la maison, comme vous faites à la maison. Les tomates qui sont écrasées au fond, on va les utiliser pour faire un coulis, pour faire les pizzas après. Celles qui sont dessus, qui ne sont pas abîmées, on va les utiliser pour les salades de tomates. On va trier les produits, on ne va vraiment jeter que vraiment la tomate qui est écrasée au fond du cajot et dont on ne peut plus rien faire. Voilà. Quand vous sortez d'une pièce, chez vous, vous éteignez la lumière. Un franchisé, quand il n'y a rien dans son four, le four consomme beaucoup d'énergie, va éteindre le four. Un manager d'une succursale qui ne va pas, lui, payer la facture d'électricité de 2 000 ou 3 000 euros chaque mois, va pas avoir conscience que éteindre le four, c'est très important quand il n'y a rien dedans. Voilà. Donc on a des comportements dans une succursale et dans une franchise qui sont différents, liés à la nature de l'exploitation et liés à l'implication de celui qui dirige cette exploitation. Ça, c'est les raisons faciles à comprendre. La deuxième sorte de raison, qui est un peu plus technique, c'est notre Code général des impôts en France, qui dit que quand un holding, donc la tête de réseau, rend des services à ses filiales, il doit refacturer ses services au réel, avec une marge de 5 à 10%. C'est-à-dire qu'un holding, donc la tête de réseau, qui assiste des succursales qui sont en difficulté, ça décolle pas, on n'a pas assez de clients, etc., il va envoyer des animateurs réseau, qui sont des cadres supérieurs, qui coûtent 5, 600, 800 euros par jour, avec les notes d'hôtel, de restaurant, leur voiture, etc., les frais de déplacement. Et donc, il va en envoyer beaucoup pour assister beaucoup cette succursale, pour la dynamiser. Mais il est obligé de refacturer ça. Et en refacturant ça, la succursale qui est déjà pas rentable, on continue de la rendre encore moins rentable. Autrement dit, le Code général des impôts qui impose à un holding de facturer ses prestations réelles ne permet pas de mutualiser les moyens. C'est un système qui est très libéral. A l'inverse, la franchise est un système qui permet de mutualiser les moyens. Un franchisé qui va très bien va payer ses royalties, environ 5% dans tous les réseaux, à son franchiseur tous les mois. Et le franchisé qui fait un petit chiffre d'affaires qui va pas bien, va aussi payer ses 5% de royalties. Le premier franchisé qui tourne très bien n'aura pas d'assistance du franchiseur, il n'en a pas besoin, il cartonne tout seul. Et le deuxième qui tourne pas bien aura beaucoup d'assistance du franchiseur. Et ça ne lui coûtera pas plus cher, ça sera toujours ses 5% de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc la franchise est un système, si on veut donner une dimension politique, je vous ai dit que le système succursaliste était très libéral, la franchise est un système paradoxalement plutôt communiste. C'est-à-dire on peut vraiment mutualiser les moyens et la tête de réseau peut assister celui qui en a vraiment besoin. C'est ce qui fait la force de la franchise. Elle permet de s'extraire de ce piège du Code général des impôts français, par le système de refacturation des prestations de services holding filiales. Voilà. Donc les deux, pour conclure sur cette question, les deux raisons, c'est que une franchise est plus rentable qu'une succursale parce qu'il y a un patron dedans et parce que le franchiseur, la tête de réseau, peut assister autant qu'elle le veut sans fragiliser un franchisé, le franchisé qui en a besoin. Est-il possible pour un franchisé de faire de la pluri ou de la multi ? De la pluri, oui. Alors pluri-franchise, c'est-à-dire exploiter plusieurs magasins de la même enseigne. Oui, dans la mesure, on va l'aider à le faire. Notre franchisé le plus ancien, il est en Seine-et-Marne, il s'appelle Aoumar El Khrid. Il a renouvelé le contrat de franchise de son premier magasin, qui était arrivé au terme de la 9e année. C'est un ancien directeur de Quick, donc une enseigne qui a un peu disparu maintenant. En charge de la formation des franchisés. Il prépare son 3e magasin. Et on l'accompagne pour ça. On a 5 ou 6 franchisés qui ont 2 magasins et on les a accompagnés pour ça, à chaque fois parce qu'ils avaient les qualités requises pour passer au 2e ou au 3e magasin. Autrement dit, ils avaient mis dans le magasin ou les magasins précédents un RH qui était stable, c'est-à-dire une équipe qui était fiabilisée, sécurisée, avec un manager impliqué. Autrement dit, ils avaient pour eux-mêmes réussi à se reproduire, à se dupliquer. Parce qu'à chaque fois qu'on rouvre un magasin, donc on devient plurifranchisé, il faut recréer une équipe. La multifranchise, c'est-à-dire le fait d'être franchisé d'autres enseignes simultanément, ça, je l'interdis dans nos contrats de franchise. Il y a une exclusivité d'activité, c'est-à-dire que le franchisé doit se consacrer à 100% à Firmin. L'exception,
parce qu'il y a toujours des exceptions dans les règles françaises, c'est que quand il avait une autre activité avant, et que cette activité ne soit pas chronophage, qu'elle lui prenne pas trop de temps, qu'elle soit rodée, etc., il puisse la conserver. Ça arrive assez régulièrement que de jeunes chefs d'entreprise qui ont déjà une activité qui tourne toute seule veulent se diversifier et on les accompagne dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas vraiment de la multifranchise, c'est de la multi-activité. La multifranchise, je pense qu'on y viendra dès lors qu'on aura des candidatures à la franchise, ça nous est déjà arrivé mais je les ai refusées jusqu'ici, de gens qui ont déjà plusieurs enseignes dans un portefeuille d'activité, donc c'est plutôt des investisseurs, plusieurs enseignes retail, commerce de détail ou de restauration, et qui cherchent à diversifier ce portefeuille d'activité. On est en discussion en ce moment avec des gens au Moyen-Orient pour ça. Voilà. Donc ça viendra. Ça viendra. Plurifranchise, donc oui, avec plaisir dès lors que le RH est fiabilisé, et multifranchise selon les cas. Comment faites-vous pour trouver de nouveaux franchisés et ainsi développer votre réseau à l'échelle nationale ? Alors, nous avons pour ça 2 canaux. Le premier, le plus gros vecteur de candidature, c'est le salon de la franchise. Donc, Porte de Versailles à Paris, une fois par an. C'est le plus gros salon de la franchise au monde. J'ai déjà été au salon de la franchise à New York ou à Madrid. On se croirait dans une kermesse, dans une salle des fêtes à jouer les tours, quoi. C'est assez impressionnant. Franchise Expo Paris est vraiment le temple mondial de la franchise. C'est sur un salon normal. Celui que je viens de quitter la semaine dernière n'était pas normal parce qu'il était rapproché de 6 mois du précédent qui avait eu lieu fin septembre. Il avait pas eu lieu pendant 2 ans à cause du Covid, donc c'était du rattrapage, et donc ce salon-là avait été très bon, et celui-là, 6 mois après, donc l'est moins. Sur ce salon, donc il y a en général une dizaine de membres de l'équipe Firma, 3/4 franchisés, parce que c'est, je pense, plus intéressant pour des prospects, pour des candidats à la franchise, de rencontrer des franchisés que des salariés de la tête de réseau, qui ont un discours très commercial, alors que les franchisés vont parler de leur vie. Ça, c'est le premier canal. Donc, le salon de la française de la franchise, c'est 35 à 40 000 visiteurs sur une année normale, 500 exposants. Toutes les chaînes de franchise les plus dynamiques. Il y a quelques chaînes qui ne sont pas là parce qu'elles n'ont pas besoin d'y être. McDo n'est jamais présent, Paul n'est jamais présent, parce qu'ils ne cherchent pas le profil de gens qui se baladent sur le salon de la franchise. En moyenne, les visiteurs du salon de la franchise, c'est des gens qui ont 80, 100 000 euros d'apport. Alors pour être franchisé Paul, il faut 500 000. Franchisé McDo, ça doit être 500 000 ou 1 million. Voilà, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'enseignes. Pour nous, concrètement, sur 4 jours, on renseigne environ 400 personnes. 80 avec lesquels on va établir un contact en s'asseyant et en leur faisant remplir ce qu'on appelle une fiche contact, qui nous permettra ensuite de recontacter ces personnes-là. Et sur ces 80 fiches, on a environ 40 personnes. On fait le salon de la franchise depuis une dizaine d'années maintenant, donc c'est à peu près la même stat tous les ans. 40 personnes qui vont répondre favorablement à un entretien téléphonique. C'est la deuxième étape. Et puis à la fin de cet entretien, si la personne a vraiment ciblé la boulangerie, la restauration, elle nous a expliqué dans son discours que elle était en discussion avec d'autres enseignes, etc. On va l'inviter à passer une journée découverte à Périgueux. Et c'est là que les choses difficiles commencent, parce que quand vous avez quelqu'un, j'ai eu la semaine dernière quelqu'un qui venait de Guyane, par exemple. Voilà, Cayenne, en Guyane. Et donc cette personne-là, qui était venue exprès pour Franchise Expo Paris, a dû différer son billet d'avion. Donc c'est coûteux, la Guyane, c'est pas une liaison quotidienne. Et puis ensuite, il a fallu la faire venir à Périgueux. Voilà. Donc je vous raconte pas le parcours du combattant, le décalage horaire et tout le team. Bon. Et donc ça, c'est l'étape importante. Ça traduit énormément le projet du candidat et sa motivation pour Firmin. Le fait qu'il puisse venir nous voir à Périgueux. Donc à Périgueux, on l'accueille à 6h du matin. En plus, on le fait se lever assez tôt, donc il arrive la veille. Il est accueilli par un animateur réseau qui va passer la matinée avec lui sur Saint-Georges, qui n'est pas, et on le sait, le dernier magasin, c'est le premier. Donc il est dans son jus, c'est un magasin qui a plus de 15 ans maintenant. Certaines enseignes font ces journées d'immersion, qu'on appelle à peu près tous les journées découvertes, dans le magasin le plus récent, parce que c'est plus facile de convaincre quand un magasin est tout beau, tout neuf. Mais ça ne permet pas de dire la réalité d'une histoire. Et donc nous, on fait venir les gens à Périgueux pour qu'ils voient
où tout a commencé et où tout s'écrit tous les jours. Et il voit l'activité siège à Périgueux. Tous les 2-3 jours, on teste des produits. Voilà. Bon. On forme, il y a quasiment en permanence un franchisé en formation, donc ça permet aussi d'échanger avec un franchisé qui est plus avancé dans son projet. À la suite de cette matinée d'immersion, je reçois la personne. On débriefe sur son immersion et puis on fait connaissance pendant 2-3 heures. Et Périgueux, il y a 6-7 franchisés maintenant, donc ça permet aussi à cette personne-là de rencontrer des franchisés sur les magasins historiques. Voilà. Donc sur la fin de cette journée qui est épuisante pour le prospect, il sait si Firmin c'est fait pour lui ou pas, quoi. Et donc le salon de la franchise, donc 400 personnes renseignées, 80 fiches contact, 40 prises de contact, entretien téléphonique après. On va avoir 15 journées découvertes. Et ces 15 journées découvertes vont se traduire par 4 à 5 contrats de franchise tous les ans. Voilà. Ça, c'est le premier canal de recrutement. Le deuxième canal, c'est les émissions de télévision auxquelles vous m'avez peut-être déjà vu. Donc, la dernière, c'était 7 à 8 live l'année dernière, qui a été rediffusée il y a quelques mois. Donc, les émissions de télévision sur les chaînes nationales, je ne réponds qu'aux chaînes nationales, ça permet de faire l'équivalent d'un salon de la franchise. Alors, ça me prend un peu de temps, parce qu'une émission de télé, c'est quelques jours de tournage. Ça coûte moins cher que le salon de la franchise. L'investissement pour nous, le salon de la franchise, c'est 50 000 € sur 4 jours. Entre la location de l'espace, le standiste qui va aménager le stand, le personnel et puis les franchisés qui viennent pour certains de loin. On avait notre franchisé de Madrid, là, notre franchisé de Guadeloupe. Voilà. Donc il y a des frais à tout ça, bien évidemment. Et donc une émission de télé, ça a les mêmes retombées qu'un salon de la franchise, mais ça n'a pas cet investissement. Voilà, c'est les deux principaux canaux. Quelles sont vos perspectives d'avenir pour Firmin ? Alors, on est là, on franchit un cap symbolique, celui des 50 points de vente. Et donc, vous savez, on avance par cap. Hein, voilà, il faut une entreprise, la croissance d'une entreprise, c'est un peu comme un escalier. Quand on a atteint une marche, on veut passer celle d'après. Et puis, l'objectif, c'est le palier qui suit. Voilà, et donc le palier pour nous, c'est les 100 points de vente, naturellement. On n'avance pas à marche forcée pour ça, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur une capacité d'ouverture de 8 à 10 points de vente par an. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait plutôt bien. C'est ce qu'on avait arrêté de faire pendant le Covid. On a ouvert 9 magasins en 2020. C'était les magasins, alors ils ont ouvert pendant le Covid, mais c'était les projets de 2019 qui naissent un peu plus tard. Et sur 2021, on n'en a pas ouvert parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Et les chaînes concurrentes qui ont continué à ouvrir des magasins ont beaucoup d'expériences ratées. Parce qu'évidemment, quand on crée un point de vente, il faut qu'on modifie le circuit habituel de consommation des clients. Et quand on a peur de choper le Covid, on sort pas beaucoup de chez soi, le moins possible, et on va plutôt dans les endroits qu'on connaît, voir des têtes qu'on connaît. Comme ça, si y a un gars ou une nana malade qui tousse là-bas, voilà, on sait que... Voilà. Donc, on ne s'aventure pas sur un nouveau parcours de consommateur en période d'incertitude. C'était le cas pendant le Covid, mais c'est aussi le cas depuis la guerre en Ukraine. On ne s'est d'ailleurs toujours pas remis du Covid, puisque dans toutes les boulangeries aujourd'hui, il y a 20% de fréquentation en moins qu'avant le Covid, qu'avant 2019. Dans les restaurants, il y a 30% de fréquentation en moins qu'avant le Covid. Heureusement, les gens viennent moins, mais achètent plus à chaque fois. Nous, avant le Covid, on avait un panier moyen de 4 €. Le Covid nous a permis de passer à 5 €. Et puis ensuite le rattrapage des prix, l'augmentation des prix pour essayer de rattraper un petit peu l'augmentation des prix que nous avons subis sur nos matières premières. Eh bien, on a augmenté nos prix au 4e trimestre et ça s'est encore traduit par quasiment 1 € de panier moyen supplémentaire. Voilà pourquoi nous sommes passés d'avant le Covid à 4 € de panier moyen à 6 € aujourd'hui. Donc on reprend le rythme d'ouverture d'avant Covid, donc 10 ouvertures cette année. On a ouvert là, tout début janvier à Trèbes, c'est à côté de Carcassonne. Très belle réussite dans un village de 3500 habitants. On est sur un rond-point, en face un super U, sur la route de Narbonne. Voilà, c'est un magasin qui va faire un peu plus de 600 000 € de chiffre d'affaires hors taxe sur sa première année, dans un village, donc c'est très bien. Hein. Et puis on a ouvert dans la banlieue de Lyon, à Jassan-Riotier,
Pareil, c'est un magasin qui va connaître un très beau CA sur son année 1. Alors, puisque vous êtes dans un IUT où on étudie les techniques de commercialisation et la création d'entreprises, ce sont des magasins qui avaient des points morts d'environ 300 000 euros, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils fassent 300 000 euros de chiffre d'affaires pour être rentables. Et dès l'année 1, ils font quasiment le double. Voilà. Donc le post-Covid est pour nous extrêmement intéressant pour cette raison-là. On est dans du rattrapage. On aurait probablement sur les mêmes magasins pas eu ces performances-là si on avait ouvert l'année dernière. Et on ouvre donc 8 autres magasins cette année. Donc un deuxième en Guadeloupe, un deuxième en Belgique. On ouvre dans les Pyrénées, au pied des Pyrénées, etc. Donc on est revenu sur un niveau d'ouverture d'avant. Ça veut dire que si pour atteindre les 100 magasins, on est à 50, en gros, il va nous falloir 4-5 ans. Voilà. Et puis après, vous me reposerez la question, vous serez plus étudiante, et vous serez peut-être dans la communication, le journaliste, et vous me reposerez la question, quand on sera à 100 magasins, c'est quoi la prochaine étape? Voilà. Et je vous répondrai, 150. Donc, en quoi consiste votre rôle de président au sein de Firma? Je fais pas grand-chose. Non, vous me croyez pas quand on dit ça. Alors, c'est un peu vrai quand même, parce qu'on fait pas grand-chose opérationnellement. Par contre, on décide de beaucoup de choses à un niveau au-dessus qui permet ensuite de se traduire opérationnellement. Pour être concret, donc l'activité aujourd'hui, c'est essentiellement la franchise. C'est une façon d'exercer notre métier, le développement en franchise. Et donc, l'essentiel de mon activité consiste à recruter des franchisés et donc choisir les partenaires qui vont nous accompagner pendant 9 ans au moins dans l'aventure Firma. Deuxième élément, ça consiste à valider avec eux le meilleur emplacement pour réussir leur projet. C'est pas toujours facile. C'est facile quand ils sont mobiles. Toute France, là, c'est l'idéal, parce qu'on a toujours un super emplacement quelque part sur un rond-point dans une petite ville de province. Et c'est pas facile quand le franchisé nous dit j'habite Montreuil, je voudrais rester sur Montreuil. Montreuil, c'est en banlieue parisienne. Bon. Donc là, ça prend plus de temps. Et puis une fois qu'on a validé l'emplacement, la troisième étape, c'est le financement. Il faut trouver l'argent. Voilà, donc le franchisé a... pour les moins riches, 20 000 euros d'apport. Pour les plus riches, 300 000. Donc il y a de tout dans nos franchisés. Et il faut trouver le financement bancaire complémentaire. Alors c'est assez simple quand le franchisé a beaucoup d'apports personnels. Quand il n'en a pas, il faut compléter ses niveaux d'apport avec ce qu'on appelle des prêts d'honneur, avec essentiellement 3 réseaux, Initiative, Entreprendre et BGE au niveau national, qui prêtent de l'argent à taux zéro, donc gratuitement à des porteurs de projets. On travaille également avec un fonds d'investissement à vocation sociale qui s'appelle Impact et qui est doté, lui, de 300 millions d'euros. C'est de l'argent qui vient de la Française des Jeux, essentiellement, au titre de ses œuvres sociales. Donc le loto, vous voyez, l'argent du loto sert à financer la création d'entreprises. Donc la Française des Jeux, ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour financer les opérations de chirurgie. On appelait ça la chirurgie à l'époque, des gueules cassées, les soldats qui revenaient de la guerre de 14-18 avec le crâne dans un sale état. Et donc il fallait financer ces opérations. Le loto a été créé pour ça. Et donc dans les statuts de la Française des Jeux aujourd'hui, les œuvres sociales sont la première activité. Donc les gains du loto, ils sont obligés de les investir dans des œuvres sociales. Et Impact, ce fonds d'investissement, sert à ça. Et donc Impact a financé déjà 7 ou 8 projets Firma. Il finance là le passage en franchise du magasin de Marsac sur Périgueux, début juin. Donc Impact apporte pareil des fonds propres sur 7 ans à des franchisés. Et ils apportent entre 40 000 et 2 millions d'euros à la demande des franchiseurs. Voilà, et puis il y a également notre meunier, notre marchand de farine, qui participe au financement de nos franchisés en complément des prêts bancaires. Voilà. Donc on appelle ça de la structuration de dette, et c'est donc la troisième étape dans le projet d'un franchisé. Et ensuite, quand tout ça est fait, eh bien, on fabrique le magasin. Donc le franchisé, soit il pilote ses travaux s'il sait le faire, soit on prend ce qu'on appelle un maître d'œuvre qui va piloter les travaux pour lui. Et puis après, c'est l'animateur réseau qui prend le relais. Donc moi, j'accompagne le franchisé jusque-là. Et après, c'est l'animateur réseau qui
participe à la pré-ouverture, recrutement, agencement des postes de travail, etc. Et puis réception des marchandises, et puis ouverture. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Et puis la deuxième partie de mon travail, c'est l'évolution de l'offre, des gammes de produits, des process de fabrication, l'évolution de notre Bible, c'est-à-dire notre savoir-faire, en termes de produits, mais pas seulement. Et donc, pour ça, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi sur la R&D, produit process, c'est-à-dire qu'on conçoit 2 offres. Il y a quelques années, on était sur 4 offres par mois. Et puis on s'apercevait que c'était très compliqué pour nos équipes, il fallait former, etc. C'était référencer les nouvelles matières premières, former les gens, etc. Et puis après, l'offre au bout de 10 jours, elle disparaissait, donc ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc on est aujourd'hui sur 2 offres. Tous les mois, il y a un nouveau produit et un produit existant dont le prix est cassé. Voilà, comment on rythme notre marketing. Donc ça, c'est 24 fois par an, 2 par mois. Donc je valide, alors c'est pas moi qui fais la R&D, on me soumet des propositions et je valide ces propositions et je valide également la conception marketing qui l'accompagne. Voilà, les supports qu'on va voir sous forme d'affiches ou dans les écrans, dans les magasins. Voilà, que vous pouvez retrouver pour certains sur Internet. Ça va aussi alimenter le digital de nos franchisés. Puisque on a aujourd'hui une expérience au début nationale du digital, mais vous trouvez un vieux Facebook corporate qu'on n'utilise plus parce que ça n'apportait pas grand-chose. Et ça pouvait même être nuisible parce que dès que quelqu'un avait dans un coin de France, pas content, etc., un truc contre Firmin, il s'en prenait à l'enseigne et ça avait des répercussions au niveau national et mondial. Donc c'était plutôt pas très intéressant comme outil. Alors qu'à l'inverse, la façon dont on utilise aujourd'hui les réseaux, c'est du digital local. C'est-à-dire que c'est nos franchisés avec un community manager ou pas qui va créer son Facebook, son Insta, etc. et qui va l'entretenir, son TikTok. Et nous, on crée des supports qui vont alimenter les réseaux sociaux de nos franchisés. Et ça a un impact très fort. Si vous tapez, on parlait des Antilles tout à l'heure, si vous tapez sur Facebook ou Instagram Firmin Antilles, vous verrez Miss Guadeloupe chez Firmin, vous verrez des petites vidéos créées par l'équipe de foot locale qui vient déconner dans le Firmin. Voilà. Et ça, c'est suivi par 3500 personnes tous les jours. Voilà. Et donc, ça a un impact qui est beaucoup plus fort parce que quand notre franchisé guadeloupéen veut faire une promo, il crée le support et nous, on l'alimente pas par des vidéos, c'est surtout par des photos ou par des PLV, par des publicités sur les lieux de vente. Les vidéos, c'est lui qui le crée, parce que typiquement, quand on crée une vidéo en Guadeloupe, il faut que les gens soient guadeloupéens et parlent créole. On ne saurait pas faire ça à Périgueux avec toute la meilleure volonté du monde. Et on n'aurait pas les Guadeloupéens pour le faire. Donc, c'est lui qui crée ça, et ça a un impact considérable sur les ventes tout de suite, parce que ça parle vraiment aux gens qui sont abonnés à ce compte Firmin Antilles. Voilà. Donc on conçoit le digital comme un outil social local. Voilà. Et donc c'est un autre élément de mon job, c'est-à-dire de surveiller, d'essayer de coordonner tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux autour de Firmin. Concernant votre parcours, pourriez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Alors, moi je suis né dans une famille de commerçants. Mon père et ma mère étaient apiculteurs-confiseurs dans le Loiret. Donc j'ai grandi en aidant, comme tous les enfants de commerçants ou d'agriculteurs ou d'artisans, en aidant mes parents après l'école, le mercredi quand il n'y avait pas d'école ou le week-end. Donc le week-end, je faisais les foires et les marchés en vendant des bonbons et du miel avec ma mère. L'été, on récoltait le miel avec mon père et je travaillais à la miellerie avec ma mère, etc. Ça me plaisait parce que je rendais service à mes parents, je trouvais beaucoup de plaisir à ça, mais je sentais que c'était pas pour moi. Voilà, j'étais plutôt bon élève, donc mon père a fait en sorte très tôt de développer le sens de l'ambition, donc je me souviens, un soir il est venu me voir dans ma chambre, je devais être en CE2 ou CM1, et il me dit, mais Grégory, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je lui dis, j'aimais bien ranger les boîtes de conserve quand ma mère faisait les courses. Voilà, donc je dis, épicier, j'aimerais bien faire épicier. Il me dit, épicier, t'es sûr, c'est pas quand même pas très excitant comme métier, tu préfères pas faire autre chose. Et puis là, il y avait la télé derrière et il y avait la pub pour les Ferrero Rocher.
À l'époque, la pub, c'était dans une ambassade ou un truc comme ça. Et donc, je dis à mon père, pour lui faire plaisir, ambassadeur. Voilà. Et là, il m'a dit, ah, ça c'est bien, ambassadeur. Voilà. Alors, donc, pour faire ambassadeur, renseigne-toi pour un truc. Et puis ça s'est resté. Et donc, au moment où on s'oriente, après, au collège ou au lycée, je regarde ce qu'il faut faire pour faire ambassadeur, quoi. Et donc, le schéma, c'est des études de sciences politiques. Donc, je fais des études de sciences politiques. Et puis, je m'aperçois, en rencontrant, alors certains de mes copains sont aujourd'hui ambassadeurs, mais je m'aperçois qu'on est un petit soldat dans un système politique, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et moi, j'avais plutôt cette liberté de l'entrepreneur que mes parents avaient développé en moi. On a un petit gène, hein, quelque part, quand on est dans une famille d'entrepreneurs. Et on voit très vite qu'on ne serait pas à l'aise dans un gros système, quoi. On a un peu besoin de créer le sien pour s'épanouir. Et donc, je décide de suivre une formation économique. Et c'est comme ça que j'atterris à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Paris, Panthéon-Sorbonne. À l'époque, ça s'appelait le DESS-CAE, Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Maintenant, ça doit s'appeler Master 2, je ne sais pas quoi. Copains de classe, très bon niveau. Beaucoup sont des ingénieurs, hein, dans les IAE. Il y a 2 tiers des gens, je crois, qui sont une formation ingénieur, donc très bon niveau scolaire, très bon niveau du corps enseignant, mais alors aucune structure, une structure un peu décevante à la Sorbonne. Je prenais l'exemple du cours d'informatique, on n'avait pas d'ordinateur, quoi. Le cours d'informatique, c'était papier-crayon, quoi. Et j'ai trouvé ça assez décevant et complètement déconnecté de ce qu'est la réalité d'un futur entrepreneur. Et donc, je décide de faire une école de commerce. Donc je fais une petite classe préparatoire à IPSUP à Paris, classe préparatoire d'été, comme j'ai fait pour Sciences Po, et je passe le concours d'entrée à HEC et à l'ESSEC. Et je suis pas pris à HEC, j'ai de très bonnes notes partout. Je suis pas pris parce que je suis pas assez bon en anglais. Et c'était vrai, j'étais pas terrible en anglais, je suis toujours pas bon. Et puis je suis pris à l'ESSEC. Un peu par hasard, il y a une épreuve en concours d'admission parallèle à l'ESSEC qui est importante en termes de coefficient, c'est le grand oral. Et le sujet, donc on vous donne un sujet, vous avez 10 minutes pour vous préparer, et ensuite vous avez 10 minutes pour parler du sujet, devant un prof, un ancien élève, et puis un élève. Et le sujet sur lequel je tombe, c'est l'amour. Et étonnant, hein, dans une école de commerce. Et puis c'est quelque chose, alors j'étais amoureux, je le suis toujours, mais voilà, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi quand j'étais étudiant. Et j'ai fait une synthèse de mes grandes lectures sur l'amour, du Zèbre d'Alexandre Jardin au banquet de Platon, voilà. Et les 3 membres du jury sont restés scotchés, si bien que j'ai probablement eu, ils ne donnent pas les notes, mais j'ai probablement eu une très bonne note. Et c'est grâce à ça que je suis rentré à l'ESSEC en 2e année. Voilà mon parcours. Et en sortant, donc, quand on est dans ce système des grandes écoles à la française, qui est très parisien, c'est assez difficile d'ailleurs pour un provincial d'y accéder, hein. C'est des élèves qui sont très parisiens eux-mêmes. C'est ça la reproduction de nos élites, hein. Mais je vous invite, si vous avez la possibilité de le faire et la motivation pour le faire, à essayer de rentrer dans ce système de grandes écoles par les admissions parallèles, qui sont plus souples qu'en première année, hein. Il n'y a pas besoin de faire 2 années de classe prépa, etc. C'est un recrutement qui est plus ouvert, pour justement diversifier la population d'étudiants. Il y a des médecins, des infirmières, des ingénieurs, etc., ou des gens qui sortent de l'université. Et donc, c'est vraiment une expérience qui est très intéressante. Et donc, je sors de l'ESSEC. Alors, j'étais pas encore sorti de l'ESSEC, c'était la grande période, c'était 2000, je suis de la promotion 2000. Et à l'époque, on était chassés, comme on dit dans les grandes entreprises, on était recruté sur les campus avant d'être diplômé. Voilà. Et moi, j'ai été recruté au mois de février, alors que j'étais diplômé en juin, par un cabinet de conseil qui s'appelait Pitt Marwick, le P et le M de KPMG, qui est un gros cabinet d'audit conseil mondial. Et la division conseil française, Pitt Marwick, recrutait des jeunes étudiants pour faire du conseil en organisation dans des grands groupes. Et donc, évidemment, c'est des gros salaires, quoi. Alors, c'était toujours à l'époque, quand on voulait vraiment beaucoup d'argent tout de suite, on partait dans la banque d'affaires.
à Londres ou à New York. Et puis quand on n'était pas bon en anglais comme moi, on restait à Paris. Voilà. Et c'est comme ça qu'on atterrissait dans les grands groupes ou dans les cabinets de conseil. Je pense que c'est toujours à peu près le même schéma aujourd'hui. Donc j'ai fait du conseil chez Pitt Marwick pendant 2 ans. Et puis c'est le propre de l'activité du conseil, c'est très frustrant parce que vous n'allez jamais au bout d'une chose. Vous rendez un grand service à un instant T, vous voyez jamais l'aboutissement et en quoi ce que vous avez fait se perpétue après. Et c'était donc ça en 2000, les débuts des années 2000. Et à l'époque, dans les cabinets de conseil, tous les consultants travaillaient aussi, c'était l'euphorie des startups Internet, hein, c'était les premières fortunes dans les startups. Alors, il n'y a pas grand monde qui a fait fortune, hein, voilà, à part quelques-uns comme Mark Zuckerberg et autres, mais donc tout le monde voulait créer sa startup pour faire fortune. Moi, Internet, j'avais compris en Angleterre que ça marchait pas bien, mais je voyais pas trop à quoi ça pouvait servir. Vous voyez à quel point j'avais de la vision quand même, hein. Je suis passé à côté d'Internet. Voilà. Je voyais pas trop à quoi ça pouvait servir, et donc voyant mes petits copains créer leur boîte, et être très stimulé par ça, je me suis dit je vais faire la même chose, je vais créer ma boîte. Et donc Internet ne m'intéressait pas, et mon père me disait, j'ai ça en tête, il m'avait toujours dit, si un jour tu crées ta boîte, crée-la dans la bouffe, parce que la bouffe, crise, pas crise, ça marchera toujours, quoi. Et c'est comme ça que j'ai créé ma boîte dans la bouffe, quoi. Voilà. Et à l'époque, donc je ne m'intéressais pas encore au pain, à l'époque j'ai créé ma première entreprise dans le fromage, donc en 2002, en région parisienne, à Pontoise, puis à Paris, dans le 8e arrondissement, et je vendais du fromage. Voilà, on affinait du fromage et on vendait du fromage. Et je me suis retrouvé en faisant ça, donc mon deuxième magasin, rue de Courcelles à Paris, près du Parc Monceau, dans les beaux quartiers. Donc c'était très intéressant. Je partais régulièrement à la recherche de petits producteurs un petit peu partout en France. Je leur achetais leur production. On se faisait livrer à Paris par TNT. Donc j'achetais un petit rocamadour 50 centimes dans un coin qu'on était capable de revendre 2 ou 3 euros à Paris une clientèle aisée. Et puis on affinait des Saint-Marcelin, au Darjeeling d'Inde, des Munster, au Mar de Gewürztraminer, au Pétale de Rose, etc. Donc j'étais rentré dans les guides. Voilà, donc c'était très intéressant. Je servais les têtes couronnées, je faisais les plateaux de fromage pour la cour royale du Maroc. Les diplomates venaient chercher les fromages qu'on mettait sous vide. Le soir, c'était servi dans les palais marocains, etc. Je servais les stars qui vivent autour du parc Monceau. Enfin, il y a des clients fermaient le magasin, le garde du corps attendait devant, le chauffeur devant, et puis je me retrouvais avec le PDG d'un grand groupe auquel je vendais du fromage pendant 20 minutes. Enfin, c'était très intéressant. Je gagnais très bien ma vie, donc j'aurais pu y rester, mais en fait, ça ne me stimulait pas plus que ça. Et donc, j'ai revendu cette activité et j'ai cherché un produit plus facile à déployer à grande échelle. C'est comme ça que je me suis intéressé au pain. Et j'ai fait une étude de marché sur le secteur de la boulangerie à l'époque. Et donc je voyais les 2 principaux acteurs, Paul et Brioche Dorée, qui commençaient leur internationalisation, à tel point qu'ils sont aujourd'hui plus internationaux que français, hein, et qui sont devenus donc, des leaders mondiaux de la boulangerie ou de la restauration rapide à la française. Et puis quelques chaînes françaises. À l'époque, il n'y avait pas Orange, il n'y avait pas Marie Blachère, tout ça, c'était pas né. Voilà, quelques chaînes françaises, mais qui restaient régionales. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire entre ce marché très structuré avec les 2 leaders, Paul et Brioche Dorée, puis les petits régionaux. Il y a peut-être un marché d'acteurs national à créer entre les 2, avec un positionnement un peu différent, etc. Des gammes de produits différentes. Et c'est comme ça qu'est né Firmin. Voilà. Et donc, je ne savais pas faire de pain à l'époque. Et donc, pour gagner un petit peu de temps, je décide de reprendre un terminal de cuisson. C'est comme ça que j'arrive à Périgueux en janvier 2006 en reprenant l'Épigaulois du cours Saint-Georges. Et puis on reste terminal de cuisson jusqu'en 2011-2012. Là, je vois les premières boulangeries Marie Blachère arriver. Enfin, pas arriver sur Périgueux et la Dordogne, mais se développer un petit peu partout en France. Et je me rends compte que si on n'est pas capable de faire au moins la même chose, sinon de pousser le curseur du 3+1 plus loin, on est mort. Quand on se retrouve avec ce type de concurrence en frontale. Et donc c'est là que je comprends que pour pouvoir offrir un quart de sa production, 25% de ses produits fabriqués, il faut de la marge, une marge plus forte que celle que j'avais. Donc au terminal de cuisson, on avait une marge brute de 68% environ, ce qui est très bien.
comparé à la Micaline qui est à 60 par exemple. Donc c'était très bien, mais pas suffisant pour offrir un produit sur 4. Et donc pour faire une marge plus forte, il fallait fabriquer davantage, et c'est là qu'on se convertit au pétrissage, c'est ce que je raconte dans Patron Incognito. Et donc en 2012, à l'époque il y avait une petite trentaine de firmins, je convertis en 6 mois tous les firmins. Le premier c'était Trélissac, comme je disais tout à l'heure, un serveur de pilote. Et on convertit tous les magasins en 6 mois. Voilà. Et on s'aperçoit que ça fonctionne, donc d'étendre le 3+1 sur tout le temps, parce qu'on a le modèle économique qui le permet. C'est pas facile à comprendre pour les clients au début, mais une fois que les clients ont compris que les 4 produits pouvaient être différents, ça nous permet de ne pas diminuer la fréquence de visite, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les clients à remplir leur congélateur. Quand vous allez chez Marie Blachère, typiquement vous achetez 4 baguettes, vous ne retournez pas chez Marie Blachère le lendemain, puisque vous en avez mangé une et vous en avez mis 3 au congèle. Vous y retournez quand vous avez fini votre congèle. Voilà. Le fait de pratiquer le 3+1 surtout tout le temps, ça permet de ne pas remplir le congèle et de ne pas donc diminuer la fréquence de visite des clients. C'est aussi un élément qui est extrêmement fidélisant, parce que dans 80% des cas, c'est la baguette qu'on offre. Et ça fait donc de nous la boulangerie où on ne paye pas le pain. Imaginez, le boucher, on ne paye pas la viande, ou le poissonnier, on ne paye pas le poisson, quoi. Donc c'est extrêmement fidélisant, et ça a vraiment écrasé tous les systèmes de fidélité qu'on a pu créer auparavant. Et donc, voilà, donc depuis 2012 que nous sommes convertis au pétrissage, eh bien, on pousse notre développement. Et donc, voilà comment d'épicier, je suis devenu, d'épicier en CE2, je suis devenu boulanger à 45 ans, quoi. Donc, pour parler de Firmin et des jeunes, quelle est la place actuelle et à venir que vous donnez aux jeunes étudiants et aux jeunes diplômés en termes de stage ou d'alternance, par exemple ? Alors, on est un groupe très jeune. On est un groupe très jeune, il y a un peu plus de 500 personnes qui travaillent dans les firmins aujourd'hui, avec une moyenne d'âge inférieure à 25 ans. Voilà. Sur nos collaborateurs, il s'agit plutôt de profils peu diplômés, même si on a quelques Bac+3, Bac+4, et on est pour eux souvent le premier CDI temps complet de leur histoire, de leur carrière professionnelle. On est la première marche d'accès au monde du travail, avec ce qu'il permet d'obtenir ensuite. Parce que le CDI, c'est ce qui permet d'obtenir, ce qui permet d'obtenir un prêt, par exemple, quand on a besoin de s'acheter un scooter ou un canapé. C'est ce qui permet de signer un bail quand on se sépare de son copain et de sa copine et qu'on a besoin de se retrouver un appart. Voilà. Et le temps complet, c'est ce qui permet d'avoir un vrai salaire. Les salaires vont augmenter, comme vous le savez, après les présidentielles, quel que soit notre futur président ou présidente, mais c'est ce qui permet d'avoir un vrai salaire, même si ce salaire ne suffit pas complètement aujourd'hui pour être heureux. Le SMIC, il permet de vivre à peu près correctement si on est en province, dans une petite ville. Si on est dans une grande ville, si on est à Paris, typiquement, on ne vit pas du tout avec le SMIC. Voilà. Donc on est un public très jeune, plutôt peu diplômé. Concernant les diplômés, c'est ça qui vous intéresse, on recrute régulièrement des diplômés pour piloter nos magasins. On est plutôt sur du Bac+2, Bac+3, en sachant qu'on ne va pas rechercher des gens qui sortent de l'école. Parce que la dimension managériale est tellement importante, et il s'agit de quelque chose de tellement difficile aujourd'hui, le management d'équipe, qu'on ne recrute que des gens qui ont une expérience managériale de quelques années déjà. Donc on ne recrute pas de jeunes diplômés en tant que tels. De la même façon, dans nos franchisés, on va privilégier des recrutements de gens diplômés. On a, là en ce moment, on accompagne à Orléans quelqu'un qui a un DEA de droit public, je crois. Voilà. Je vous ai cité tout à l'heure Jacen Riotier, banlieue de Lyon, magasin qu'on a ouvert le mois dernier. C'est un ingénieur en système électronique embarqué. Le franchisé concevait des GPS avant de faire Firmin. Voilà. Donc on a des gens très diplômés dans le réseau, mais qui sont là encore des gens qui ont une expérience du management dans un autre cadre professionnel significative avant de nous rejoindre. La dimension managériale est tellement prégnante aujourd'hui dans notre activité qu'on ne recrute que des gens qui ont déjà cette expérience-là. Sur des fonctions sièges,
On recrute régulièrement, à l'inverse, et c'est le seul cas, des gens qui sortent de l'école. Ma principale collaboratrice aujourd'hui, Camille, elle est arrivée dans l'entreprise, donc c'est mon assistante, elle est arrivée dans l'entreprise l'année dernière et elle sortait de l'école. Voilà. Et donc sur des fonctions sièges, on a sur des postes techniques de comptabilité, contrôle de gestion, voilà, on recrute régulièrement des diplômés. Donc vous avez parlé d'expérience managériale. Quelles sont les autres compétences que vous recherchez lorsque vous recrutez ? Alors, on ne recherche pas particulièrement de compétences. Alors qu'on est dans un métier qui en exige beaucoup, on a appris à s'affranchir des compétences métiers, qui sont donc un boulanger pour faire de la boulangerie, un pâtissier pour faire des gâteaux, un cuisinier pour faire des plats du jour, etc. On a appris à s'affranchir de tout ça parce que on est sur des métiers en tension et dont on dit que les compétences sont pénuriques. Il y a 180 000 personnes en France qui travaillent dans la boulangerie, artisanale ou chaînée, et aujourd'hui il manque 20 000 collaborateurs. C'est considérable. Voilà. L'année dernière, quand on écoutait à la radio le président de la Fédération des entreprises de boulanger, il parlait de 9 000 personnes. Aujourd'hui, on parle de 20 000. Voilà. Et on n'arrive pas à recruter des métiers avec les diplômes. Donc, chez Firmin, on a compris ça assez tôt. Et donc, on a simplifié nos processus de fabrication pour les rendre accessibles à des non-diplômés. Et donc, le niveau de compétence, pour répondre à votre question, qu'on va rechercher, c'est celui d'un papa ou d'une maman qui cuisine à la maison. Et donc quand on recrute quelqu'un, on essaie de le faire parler assez vite de ce qu'il fait à la maison quand il est dans sa cuisine. Alors s'il nous raconte une recette de pâtes, ça ne va pas nous impressionner beaucoup, mais dès qu'on nous parle un peu d'un bœuf bourguignon, d'un poulet basquette, alors là on est là, on écoute. Et si la personne arrive à nous raconter une recette comme ça, avec le sourire, c'est acquis, quoi, on prend. Voilà. Vous voyez, avec le sourire, pourquoi ? C'est pas parce que on juge de la dentition, c'est parce que on est sur un métier de contact où le relationnel doit être important, tant en interne du point de vue de l'équipe, on travaille avec les autres et on est tous polyvalents dans un magasin. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on doit le montrer à celui qui va le faire demain, par exemple, s'il n'a pas encore été formé. Donc il faut impérativement avoir une grande sociabilité. Et donc, un des éléments clés de la sociabilité, c'est le sourire. À tel point qu'on peut communiquer quand on ne parle pas la même langue, si on sait sourire. Et puis vis-à-vis de nos clients aussi. On a un métier de commerce, on fait du commerce. On a des gens qui nous amènent leur argent. L'argent, c'est ce qu'on a sur le cœur. C'est pas un hasard si le portefeuille se met sur la poche au-dessus du cœur. Et ce qu'on vend aux gens peut quand même les tuer. Ce qu'on vend à nos clients, si c'est mal fait, ça peut rendre les gens malades ou les tuer. Voilà. Il y a des réseaux qui se sont écroulés pour cette raison-là. Quick, typiquement, qui a eu un client qui est mort sur Avignon il y a une dizaine d'années maintenant, d'un staphylocoque doré. Eh bien, ce réseau a périclité depuis et s'est effondré à cause de cet événement tragique. Voilà. Et donc, c'est dans cela que nos métiers, même si on recrute avec peu de compétences, exigent une grande rigueur, parce qu'il faut respecter des processus, et notamment des processus d'hygiène et de traçabilité et dans la conception des produits. Voilà, pour les sécuriser, ces produits, et ne rendre malade personne. Et pour ça, on a quand même 500 personnes qui utilisent leurs deux mains, nos collaborateurs, tous les jours. Voilà, donc il faut cadrer les processus pour ces 500 personnes. Et puis de l'autre côté, on a environ 35 000 clients qui viennent manger chez nous tous les jours. Voilà. Et donc, ces papas et ces mamans doivent communiquer entre eux et donc doivent porter le sourire tous les jours parce que ils doivent être capables de communiquer entre collaborateurs et avec nos clients en permanence. Voilà. Et savoir exécuter des tâches dans des positions complexes. On est debout toute la journée, on passe du froid au chaud. C'est stressant quand vous servez 100, 200, 300 clients par jour pendant votre temps de travail. Surtout entre midi et demi et midi 50 où tout le monde veut être servi en même temps. On appelle ça le rush. C'est extrêmement stressant et donc il faut savoir porter le sourire toute la journée.
C'est un des éléments qui structure notre métier. On appelle ça le QSP. C'est un acronyme qui permet de mémoriser les points clés de notre métier. Ça veut dire qualité, service et propreté. Et le S de service, on le transforme souvent en S de sourire, quoi. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant qu'entrepreneur ou marketeur pour la décennie à venir ? Alors, je préconiserais tout d'abord de faire quelque chose qui vous plaît. Parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on le fait bien. Il n'y a rien de pire que de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Là, on ne peut pas devenir bon, on reste mauvais quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas. Quand vous faites des choses qui vous plaisent, vous les faites bien. Quand vous les faites bien, vous devenez bon. Et quand vous êtes bon, les gens le voient. Ça s'appelle la reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance qui conduit au succès. Donc, la base de tout, c'est le plaisir. Faites des choses qui vous plaisent. Deuxième élément de réponse, vous ne trouverez pas la bonne direction tout de suite. C'est-à-dire, au début de votre carrière professionnelle, il faut s'essayer dans plusieurs voies. Et une des façons de s'essayer dans plusieurs voies, c'est de travailler dans plusieurs entreprises de taille et de secteurs d'activité différents. Voilà. Il faut s'essayer dans un grand groupe international, dans une petite PME familiale locale, etc. Pour comprendre des environnements de travail, des problématiques, des univers qui sont différents. Et ça vous aidera à choisir le vôtre, celui dans lequel vous prendrez du plaisir. Troisième élément, il faut aussi bouger. Il ne faut pas rester à Périgueux. Périgueux, c'est une ville magnifique, c'est une région que j'adore. J'ai décidé d'y faire ma vie, d'y élever mes enfants. Voilà. Mais il ne faut pas rester à Périgueux pour démarrer sa carrière. Il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez un deuxième ou un troisième cycle à Bordeaux, à Limoges, à Paris. Idéalement, vous partiez en échange au moins 1 an à l'étranger pour devenir bilingue en espagnol, en anglais, en allemand, ce que vous voulez, en chinois. Il faut avoir des expériences professionnelles avec cette expérience dans un pays étranger. Voilà. Et puis, il faut s'essayer à différents secteurs, dans différents endroits. C'est pas facile ça à comprendre ou à accepter quand on est né à Périgueux, quand on est dans notre petit univers très protecteur avec toute sa famille, ses amis périgourdins. Eh bien, il faut sortir de ça. Et sortir de ça, c'est se rendre service plus tard. C'est pouvoir à la fin arrive vite, c'est pouvoir, quand vous avez fini vos études, 22, 23 ou 24 ou 25 ans, choisir ce que vous ferez. Et choisir ce que vous ferez, c'est aussi choisir ce que vous serez. C'est vous qui déciderez, parce que vous avez mis toutes ces cartouches-là dans votre cartouchière, c'est vous qui déciderez là où vous voudrez travailler, combien vous voudrez gagner, ce que vous voudrez faire et où vous voudrez le faire. Et parce que vous aurez décidé ça, vous déciderez où vous fonderez, vous qui êtes des futures mamans, je vous le souhaite, votre famille, où vous rencontrerez votre futur compagnon. Voilà. Donc voilà en quoi ce que vous ferez se traduit par ce que vous serez. Donc voilà, faites des choses avec plaisir, multipliez les expériences professionnelles, restez plusieurs fois 1 an ou 2 dans des boîtes différentes et bougez. Voilà. Et puis après, quand vous aurez, comme moi, 45 ans, vous déciderez si vous voulez revenir à Périgueux pour y fonder votre famille ou pas. Et je vous le souhaite de faire ça, de pouvoir choisir ça. Quelles sont les sources d'inspiration ou même des références culturelles que vous pourrez recommander aux jeunes qui nous écoutent ? Alors, pour moi, c'est assez difficile de vous répondre là-dessus parce que les sources d'inspiration qui m'ont, ou les théoriciens du management, Peter Drucker, etc., qui m'ont structuré, qui m'ont porté pendant mes jeunes années, ne sont plus valables aujourd'hui. Elles sont plus valables aujourd'hui parce que tous les gens qui ont structuré mon métier de patron aujourd'hui sont décalés par rapport à la réalité économique, sociale, RH. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'être hyper ouvert sur votre environnement, d'être très très curieux, le plus curieux possible, rencontrer des gens différents, poser des questions.
Ne vous contentez pas de ce que vous faites aujourd'hui, ne vous contentez pas de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, de ce que vous voyez à la télé. Allez rencontrer des gens, vivez des choses, posez des questions, il faut vous intéresser à tout. Voilà. Il faut vous intéresser à tout. Il faut savoir que, il faut avoir conscience que tout ce que vous savez, c'est très fragile, ça ne durera pas longtemps, ça se périme très vite, la connaissance. Que les bonnes idées existent déjà. Vous ne pourrez pas les inventer, elles existent déjà. Si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous regardez mal. Donc il faut être très curieux, très ouvert. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'il fallait multiplier les expériences professionnelles et bouger, parce que ça participe de votre formation intellectuelle et du développement de cette curiosité, quoi. Donc pour terminer, est-ce que vous avez un autre message à faire passer aux jeunes et plus globalement à nos auditeurs ? Oui, il y a un message qui est important, qui est celui de la création d'entreprises qu'on entend assez peu. Moi, j'ai compris que je serais heureux la première fois quand j'ai décidé de devenir patron, et la deuxième fois quand j'ai eu mes enfants. Vous voyez, comme quoi les deux repères dans la vie d'un homme peuvent être simples. Pour moi, c'était devenir patron et être père. Et devenir patron, c'est l'exercice en fait de la liberté. C'est la capacité de s'affranchir du système des autres. C'est la capacité de créer le sien. C'est contraint comme système, celui de la création d'entreprise. Pour créer une entreprise, vous devez emprunter de l'argent, donc vous devez rendre des comptes à des banquiers ou à des actionnaire. Vous devez travailler avec des clients, donc comprendre des exigences des clients. Les clients sont de plus en plus exigeants. Vous devez satisfaire les exigences de prix des fournisseurs. Donc c'est un univers qui est extrêmement contraint, mais c'est vous qui écrivez beaucoup de choses dans cet univers. Vous avez des comptes à rendre à tout le monde, mais d'une façon qui est très jouissive. Et plus votre entreprise grossit, plus vous êtes présent sur un marché, plus vous sentez que c'est vous qui écrivez un peu plus les choses. Voilà, plus c'est vous qui tenez le crayon, quoi. Voilà. Et c'est en cela que la création d'entreprise, c'est une très grande manifestation de la liberté. Voilà. Donc, soyez pas patron tout de suite, parce qu'avant d'être patron, il faut être passé par le stade de salarié. Patron, c'est aussi ce qui permet de s'enrichir. Je ne connais pas de salarié qui ait fait fortune. Par contre, vous le voyez dans toute la presse économique, vous voyez que des patrons qui ont fait fortune. Alors l'argent, c'est pas une fin en soi, mais pour ne rien vous cacher, ça aide quand même un peu d'en avoir dans le monde actuel. Voilà, ça vous aide à faire plaisir aux gens que vous aimez et à les rendre heureux. Donc c'est aussi important, il ne faut pas le nier, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. C'est pas facile dans notre culture, on est chrétien, et donc jusqu'au Moyen-Âge, l'argent, on laissait ça à nous. Alors après le Moyen-Âge, catholique, on laissait ça aux juifs parce que c'était sale, voilà. Donc c'est un des problèmes de notre culture aujourd'hui. Les anglo-saxons n'ont pas ce problème-là. Pour un protestant, l'argent, c'est un signe de la reconnaissance de Dieu. Quand on réussit, c'est parce qu'on a Dieu avec nous, quoi. Voilà pourquoi c'est très simple pour un président américain, Donald Trump, avec tous ses défauts, de parler d'argent, alors que c'est très compliqué pour un président français comme Emmanuel Macron. Donc, n'ayez pas peur de parler d'argent, c'est pas sale. Je pense pas non plus que ce soit un signe de la reconnaissance de Dieu si on en gagne, mais c'est un des éléments de la vie. Voilà. C'est un moyen, c'est pas une fin, l'argent. C'est un moyen qui vous permet de faire des choses pour votre entreprise. Plus vous avez d'argent pour votre entreprise, c'est-à-dire de fonds propres, plus vous pouvez la développer facilement, moins vous avez besoin de recourir à l'argent des autres, des banquiers et des actionnaires. Puis plus vous avez d'argent pour vous, ça vous l'avez déjà compris, plus mieux vous vivez, plus vous avez un grand appartement et vous mangez les plats que vous voulez et vous partez en vacances quand vous voulez, où vous voulez. Bon. Donc ça, on le comprend très tôt. Donc n'ayez pas peur de parler d'argent. Vous êtes probablement cette génération qui va nous décomplexer dans notre rapport à l'argent.
parce que les dogmes sociaux, religieux, etc. sont beaucoup moins importants sur votre génération que ça l'a été pour la nôtre. Et les générations précédentes. Donc, passer quelques années à devenir salarié, ensuite préparer un projet de création d'entreprise, voilà, dans un domaine qui vous plaît pour que vous soyez bon, voilà, et puis ensuite, allez-y quoi, foncez. Donc on vous remercie de nous avoir accordé cet entretien et pour tous vos précieux conseils que vous avez pu nous donner. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.